Une boîte à chapeau oubliée, un testament disparu, un secret mortel que personne n'était censé découvrir. Bienvenue à Vérités obscures. Je suis votre hôte, Léon. Dites-moi d'où vous écoutez dans les commentaires. Ce mystère se nourrit de vos voix. Votre présence donne vie à chaque histoire. Commençons. Le jardin du presbytère de Little Dithering était en pleine floraison au milieu de l'été. Les parterres de roses étaient couverts de pétales et la pelouse tondue à la perfection par M. Braithwaite, qui traitait l'herbe avec plus de respect que les 10 commandements. C'était la fête annuelle dans le jardin de la Church Benevolent Society. Une occasion aussi ancrée dans la tradition du village que la sonnerie des cloches de l'église ou l'observation du fox terrier de Madame Fothergill dans l'épicerie. Les tables étaient dressées avec du linge et des tasses à thé, des tartelettes à la confiture et des génoises, et des parasols flottaient comme des papillons paresseux parmi la foule. Les enfants s'élançaient entre les lignes de banderoles, tandis que les dames âgées étaient assises dans leurs bras, chuchotant derrière des éventails ou des aiguilles à tricoter. Miss Jane Marple, vêtue de gris pâle avec un discret rang de perles, était assise légèrement à l'écart à l'ombre d'une aubépine. Une assiette de gâteau au citron reposait sur ses genoux et ses yeux bleu pâle se déplaçaient doucement, mais constamment, sur les invités. Elle observa tranquillement son tricot rangé à côté d'elle. À première vue, elle profitait simplement des festivités. Mais Miss Marple ne restait jamais vraiment les bras croisés, surtout pas parmi les villageois ayant des secrets. Près de la table de tombola se tenait M. Félix Carraway, un homme anguleux vêtu d'un costume crème impeccable et d'un chapeau Panama relevé sur son front. Il était arrivé à Little Dithering 2 mois auparavant, après avoir acheté le vieux manoir Bexley sur la colline. Selon la rumeur, il s'agissait d'un achat fait à la hâte et à un prix étrangement bas. Bien que M. Carraway se soit présenté comme un écrivain de mémoire, le village avait vu peu d'écriture et beaucoup plus de vins et de restaurants, en particulier avec Madame Laetitia Hartfield, récemment veuve. Laetitia, toujours à moitié, en deuil mais perdant clairement la moitié plus rapidement que prévu, rit un peu trop fort de quelque chose que Carraway lui avait chuchoté. Miss Marple remarqua le regard oblique de Madame Winifred Blodgett, la voisine de Laetitia et rivale réputée, dans bien plus que l'horticulture. Le rire ne semblait pas tout à fait sincère. Il y avait un côté fragile, comme une porcelaine, trop finement vernissée. « J'aimerais vraiment que les gens n'essayent pas autant de se divertir », murmura Miss Marple en sirotant son thé. L'excitation de la fête a atteint son paroxysme lorsque la vente aux enchères caritatives a commencé. Le dernier objet était une boîte à chapeau vintage donnée anonymement. C'était du velours mauve avec un fermoir en laiton, bien conservé, bien que visiblement ancien. À l'intérieur se trouvait une sélection de gants en dentelle et un petit miroir charmant d'une manière nostalgique. Il y a eu des rires à mesure que les enchères montaient, certains sérieux, la plupart ludiques. M. Carraway a placé l'enchère gagnante avec un clin d'œil malicieux à Laetitia. « L'élégance du vieux monde », déclara-t-il en tenant la boîte en l'air. Peut-être a-t-il appartenu à une duchesse ou à une meurtrière. Le rire qui suivit était inquiet. Les doigts de Miss Marple restèrent immobiles sur sa tasse de thé. 20 minutes plus tard, les rires avaient disparu. C'est le jeune Timothy Lyle, âgé de 10 ans et perpétuellement gluant de confiture, qui est tombé sur le corps. Il cherchait son rabot en bois derrière la haie bordant le verger du curé lorsqu'il poussa un cri qui résonna dans les tentes de thé. En quelques instants, les villageois se sont précipités sur place. Là, affalé derrière la haie, gisait M. Félix Carraway. Son chapeau Panama avait roulé à quelques mètres et ses yeux étaient écarquillés dans une expression figée d'incrédulité. Ses mains serraient la boîte à chapeau mauve, désormais vide. Les gants en dentelle étaient éparpillés dans l'herbe comme des pétales tombés. Le miroir avait disparu. C'est le révérend Chudley qui l'a déclaré mort, d'une voix pâle et tremblante. Frappé à la tête,
Ça a dû être instantané. L'agent Trudge, nouveau venu dans le village et ne sachant toujours pas s'il devait saluer ou retirer sa casquette en cas de crise, a immédiatement commencé à faire revenir les gens. Maintenant, tout le monde reste à l'écart. Nous devrons faire venir l'inspecteur de Market Harford. La fête a été rapidement démantelée. Les tasses de thé ont été abandonnées à mi-gorgée, les gâteaux oubliés dans les assiettes. Madame Hartfield s'était évanouie dans les bras de Madame Blodgett et était maintenant réanimée avec un éventail et une leçon sévère sur la bonne posture. Les ragots ont éclaté comme un barrage, s'écoulant entre les bancs d'église et les murs du jardin en quelques minutes. « Vol !» déclara M. Sims le boucher. « Du poison dans le thé, peut-être » proposa Madame Dewhurst, dont la connaissance des poisons provenait entièrement de romans en série. « Ou un mari jaloux » murmura Miss Pilcher. « Tu as vu la façon dont il se comportait avec Laetitia ?» Miss Marple, silencieuse comme toujours, se dirigea tranquillement vers la scène du crime. Les yeux détournés ne la trompèrent pas. Les gens étaient embarrassés face à la mort, et leur malaise se manifestait par des bavardages. Mais dans leur voix, si l'on écoutait attentivement, la vérité tentait de s'échapper par fragments. Elle observa les gants en dentelle, étrangement dispersés mais pas emportés par le vent. Elle vit le chapeau Panama dont le bord était froissé comme si quelqu'un avait marché dessus. Surtout, elle a constaté l'absence de sang. Un coup assez fort pour tuer aurait sûrement laissé un signe visible, à moins que... Une voix aiguë brisa son reflet. « C'est une question qui relève des autorités compétentes, Miss Marple », a déclaré l'inspecteur Athelney, qui venait d'arriver de Market Harford avec l'air officieux attendu. C'était un homme de grande taille, avec des bajoux qui vacillaient lorsqu'il fronçait les sourcils. « S'il vous plaît, ne falsifiez pas les preuves. »« Bien sûr que non, inspecteur, » dit doucement Miss Marple. « Mais j'espère que vous examinerez la question du testament. Monsieur Carraway était très intéressé par le droit foncier local, à ce que j'ai entendu. » Athelney cligna des yeux. « Volonté? Qu'est-ce qui va? »« Oh !» Miss Marple sourit doucement. « J'ose dire que vous le rencontrerez. J'imagine que cela pourrait apparaître quelque part, inattendu. » Et sur ce, elle retourna à son tricot, alors que le village se nettoyait lentement et que le corps de Carraway était transporté dans une camionnette qui semblait bien trop ordinaire pour une fin aussi dramatique. Miss Marple restait assise, sous son aubépine. La fête était terminée, mais quelque chose persistait dans l'air. Le sentiment que le village avait été brièvement démasqué, sa civilité surannée s'étirait. Elle ramassa un gant tombé, le tendit au policier sans un mot et retourna à sa place. Les fils se formaient déjà dans son esprit. Boîte à chapeau, dentelle, miroir, volonté, motif. Non, il ne s'agissait jamais simplement d'une fête dans le jardin. Pas dans Little Dittering. Les nouvelles voyagent rapidement dans Little Dittering, mais les ragots, surtout lorsqu'ils sont dorés par la mort, voyagent encore plus vite. Au matin, chaque bouilloire à thé du village semblait bouillonner de théories, de demi-vérités et de scandales chuchotés. L'épouse du révérend a affirmé qu'il s'agissait d'un crime passionnel. M. Sims a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un méfait étranger. Ces écrivains n'ont jamais raison, surtout ceux qui publient des mémoires. Pendant ce temps, Madame Blodgett a juré avoir prévenu Laetitia Hartfield des voies rapides de Carraway. Au centre du tourbillon se tenait Miss Marple, imperturbable comme toujours. Elle était assise dans un coin du salon de thé de High Street, sirotant du Earl Grey et écoutant le bruissement des conversations. À l'extérieur, la police de Market Harford a continué ses allées et venues à Bexley Manor, même si, au grand désarroi des villageois, aucune déclaration officielle n'a encore été faite. Bien entendu, cela n'a fait qu'encourager de folles spéculations. Madame Witherby, la modiste, se pencha d'un air conspirateur vers la table de Miss Marple. « C'est cette boîte à chapeau. Notez mes mots. Quel genre de personne en porte une comme un trophée? Il l'a gagnée en plaisantant, mais la chose avait une énergie étrange à ce sujet. Cela me donne des frissons rien que d'y penser. »
Miss Marple répondit avec un léger sourire. Les objets anciens véhiculent parfois des échos, mais souvent, c'est ce que nous imaginons qui leur donne du pouvoir, pas ce qu'ils sont. Madame Weatherby cligna des yeux, un peu décontenancée par la réponse. « Eh bien, oui, mais vous ne pensez sûrement pas qu'il est naturel qu'il ait été frappé si soudainement, n'est-ce pas? » « Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que les gens ont tendance à sous-estimer à quel point ils se connaissent peu, surtout dans un village. Cela parut satisfaire Madame Weatherby, ou du moins la perturber suffisamment pour qu'elle quitte la table. Miss Marple reprit son thé, ses pensées à la dérive plutôt que sur les détails, plutôt que sur les théories. Il y avait quelque chose d'étrange dans les gants éparpillés près du corps de Carraway, placés et non jetés, en forme d'éventail étrangement symétrique. L'absence du miroir la rendait encore plus perplexe. Il était petit, probablement argenté, et sa disparition n'avait pas encore été expliquée. Il n'y avait pas non plus l'étrange question du testament, quelque chose à laquelle Carraway avait fait allusion en passant lors d'une précédente réunion au déjeuner de Hartfield, mais personne d'autre ne semblait avoir compris cela. Elle se souvenait distinctement de ces paroles. Les questions juridiques sont fascinantes, Miss Marple, surtout quand on peut changer la fortune d'un village entier avec un seul morceau de papier. À l'époque, cela semblait être un discours flamboyant. Mais maintenant, avec un homme mort et une boîte à chapeau vidée, la phrase ressemblait à un fil d'Ariane. De l'autre côté de la route, les rideaux de Laetitia Hartfield restaient tirés. C'est là, plus que tout, un sujet de commentaire. « Elle évite les questions », a déclaré Miss Pilcher qui dirigeait la bibliothèque de près. « Elle était trop attachée, tout le monde le voyait. Une femme en deuil ne rigole pas comme une écolière juste parce qu'on a acheté une maison et un carton à chapeau. Laetitia aimait l'attention, pas l'affection, répondit Madame Dewhurst d'un air entendu. Elle a enterré un mari, que Dieu lui accorde du repos, et elle n'avait pas l'intention de perdre son temps dans le chagrin. Carraway avait du charme et un raffinement urbain, c'est tout ce qu'elle voulait. La conversation a dérivé vers l'éventuelle implication de Laetitia, tandis que d'autres sont revenus sur la question du passé de Carraway. Quelques villageois avaient affirmé avoir vu un étranger arriver en train 2 jours auparavant, mais la description variait énormément, d'une dame aux cheveux roux en fourrure à un homme voûté avec une canne. Aucun ne pouvait s'entendre sur les détails. Certains étaient même sûrs d'avoir vu personne du tout. En milieu de matinée, l'inspecteur Athelney a convoqué Laetitia Hartfield pour un interrogatoire. Elle est arrivée au commissariat de police, pâle mais calme. Elle portait du lilas, une nuance à peine éloignée du noir de deuil, et un mince voile qui flottait comme une toile d'araignée sur son visage. Miss Marple la regarda passer avec un intérêt tranquille. La posture de Laetitia était droite, mais il y avait une contraction à sa tempe gauche, un signe révélateur, selon l'expérience de Miss Marple, d'un esprit sous tension. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple s'est rendue au presbytère sous prétexte de livrer des conserves à Madame Chudleigh. L'épouse du vicaire, toujours du genre à combiner piété et commérage, offrit du thé à Miss Marple et se lança dans un résumé haletant de ce qu'elle avait entendu, c'est-à-dire qu'elle avait collé son oreille contre la porte du couloir pour rassembler. Apparemment, la police a trouvé rien d'intérêt pour son étude, pas de lettres, pas de manuscrits, pas de notes, certainement pas de testament. Mais Laetitia a affirmé qu'il avait mentionné en avoir rédigé un la semaine dernière. Cela aurait changé l'héritage de Bexley Manor. Ne serait-ce pas extraordinaire? Extraordinaire, répéta Miss Marple, les yeux pétillants. A-t-elle mentionné qui aurait pu en bénéficier? Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée, mais vraiment, Jane, à qui d'autre laisserait-il cela? Pas de famille, pas d'amis proches, seulement elle. Miss Marple laissa le silence persister pendant qu'elle remuait son thé. Et pourtant, aucun testament n'a été trouvé. Curieux. Depuis le couloir, la voix basse du révérend Chudleigh résonnait, suivie par le bruit de pas lourds. La porte grinça et le vicaire entra dans la pièce, tenant un petit paquet dans ses mains.
Ah, Miss Marple, juste la personne. Le gendarme a apporté ceci. Il faisait partie des objets de la fête. Il ne savait pas si c'était le vôtre ou s'il avait été égaré pendant la confusion. Il lui tendit un paquet enveloppé dans un mouchoir. Miss Marple le prit avec une expression perplexe et le déballa soigneusement. À l'intérieur se trouvait un dépliant plié provenant de la vente aux enchères caritatives et, curieusement, une vieille clé en laiton légèrement ternie et gravée d'un petit B. « Oh, dit-elle doucement en le retournant, comme c'est étrange. Le reconnaissez-vous » a demandé Madame Chudley. « Non, dit Miss Marple, mais je crois que je le ferai. Merci, révérend. » Elle partit peu après, marchant lentement vers la place verte du village. La clé pesait lourd dans sa poche, non pas en masse mais en implication. Le B pourrait signifier Bexley Manor, mais il pourrait tout aussi bien faire référence à un bureau ou à une boîte. Peut-être même un banc, car certains gens intelligents dissimulaient des coffres-forts sous le déguisement le plus domestique. En passant devant le bureau de poste, elle s'arrêta pour regarder le jeune Timothy Lyle frapper une pierre sur le trottoir. Le garçon leva les yeux, plissant les yeux sous la lumière du soleil. « Miss Marple, appela-t-il, avez-vous vu les gants ?»« Oui, répondit-elle en se rapprochant. « Vous avez été le premier à trouver Monsieur Carraway, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Je ne l'ai vu que de dos parce que j'avais peur, mais il tenait toujours cette boîte à chapeau, c'est drôle quand même. » « Qu'est-ce qui était drôle, chérie ?» Timothée fronça les sourcils. Il avait un ruban à la main comme s'il s'agissait d'un cadeau, mais quand le policier est arrivé, il n'était plus là. Le front de Miss Marple se plissa légèrement. « Un ruban ?»« Ouais, vert pâle. Il était en quelque sorte enroulé autour de son poignet. Puis il a disparu. » Elle s'accroupit un peu d'une voix douce. « Et est-ce que quelqu'un d'autre est passé avant le connétable ?» Il secoua la tête. « Seulement Madame Blodgett. Elle a dit que je ne devrais pas regarder et m'a renvoyé chez le vicaire. »« Très sage de sa part, » murmura Miss Marple. Tandis que Timothy repartait en courant, Miss Marple se redressa et continua sa marche. Au moment où elle atteignit son cottage, ses pensées avaient commencé à prendre forme. Un miroir manquant, un ruban vert, une clé retournée par erreur ou placée à dessein, et Madame Blodgett. C'était intéressant. S'installant sur sa chaise près de la fenêtre, Miss Marple ouvrit son cercle à broder et commença une rangée de myosotis. Ses mains bougeaient automatiquement, son esprit complètement ailleurs. Il n'était pas encore temps de tirer des conclusions. Mais elle connaissait bien la nature humaine, et Little Dithering, bien que charmant en apparence, avait des secrets sous ses haies. Ils l'ont toujours fait. Le 3e jour après la fête, l'atmosphère à Little Dithering était passée, du choc initial à cette tension particulière qui plane lorsque les questions restent sans réponse et que les soupçons commencent à s'installer. Les paniers de fleurs étaient encore frais le long de la rue principale et le parfum des tilleuls d'été flottait doucement dans les ruelles. Mais un silence était tombé sur les interactions quotidiennes, le genre de silence qui invite au murmure derrière les rideaux fermés. L'inspecteur Athelney avait pris un logement temporaire à l'auberge de North Road, un endroit pratique, mais sans inspiration, tenu par la trop curieuse Madame Spence. Cela lui permettait d'être proche de l'affaire, et même s'il ne voulait pas l'admettre à voix haute, d'être proche de Miss Marple, dont il ne pouvait ignorer la réputation même si ses méthodes le déroutaient. Miss Marple, pour sa part, ne s'est pas montrée ouvertement présente. Elle vaquait à ses occupations comme d'habitude. Nourrir ses moineaux, assister à une réunion de la Guilde des femmes et offrir de doux conseils à Miss Pilcher sur les romans qui pouvaient être exposés dans la vitrine de la bibliothèque. Mais sous cette façade de douce domesticité, son esprit fonctionnait comme un instrument finement réglé, reliant des modèles de comportement et de mémoire en une paisible tapisserie de perspicacité. Pendant ce temps, l'inspecteur Athelney avait commencé à interroger des personnalités clés. Laetitia Hartfield fut de nouveau appelée au commissariat, même si cette fois elle apparut avec un calme qui confinait au défi.
Elle portait une robe gris tourterelle avec une jolie broche au col et se comportait comme une femme qui avait répété chaque réponse. « Monsieur Carraway et moi étions des amis proches », a-t-elle déclaré à l'inspecteur. « Nous avons apprécié la compagnie de chacun, mais il n'y avait rien d'inapproprié. Lors de la fête, a demandé Athelney, il a fait une offre pour la boîte à chapeau. Diriez-vous que c'était typique de lui ?» Laetitia eut un sourire délicat. Félix aimait le théâtre. C'était un homme qui croyait que la vie devait être vécue comme une scène de pièce de théâtre, mais cela ne le rend pas sinistre. « Vous saviez qu'il rédigeait un testament ?»« Je l'étais, » dit-elle après une pause. « Il m'a dit qu'il souhaitait laisser la maison à quelqu'un qui l'apprécierait. Il a dit qu'il était temps de mettre de l'ordre dans ses affaires. J'ai supposé que c'était un geste romantique, mais aucun testament n'a été trouvé. »« Non, » dit-elle, la voix calme. « Et cela m'effraie, inspecteur, parce que je ne crois pas qu'il soit mort par accident. Miss Marple non plus. » De retour à son chalet, elle a passé en revue ce qu'elle avait rassemblé jusqu'à présent, principalement à travers de douces conversations et des observations astucieuses. M. Carraway était arrivé à Little Dittering, sous un voile de glamour, charmant les dames, flattant les commerçants et montrant un intérêt exagéré pour l'histoire du village et les antiquités domestiques. Il prétendait écrire sur les coutumes anglaises, mais personne n'avait vu une seule page dactylographiée. Ce qu'ils avaient vu, c'était un homme qui s'immisçait dans la vie des gens rapidement, presque de manière urgente. Et puis il y eut encore cette curieuse phrase à propos de changer la fortune d'un village avec un seul morceau de papier. Miss Marple avait appris grâce à une enquête discrète qu'il avait interrogé le révérend Chudleigh sur les registres paroissiaux, en particulier sur les propriétés qui avaient changé de main au cours des 30 dernières années. Comportement étrange pour un mémoriste, elle retourna au presbytère cet après-midi, son expression toujours aussi sereine. « Pardonnez l'intrusion, révérend, » dit-elle en tendant une petite boîte de biscuits au miel. « Mais j'ai eu une pensée soudaine. Savez-vous si M. Carraway a montré un quelconque intérêt pour les boîtes d'archives de l'Église ? Je me souviens que vous avez mentionné la restauration de certains des anciens documents. » Le révérend, enchanté par les biscuits, hocha la tête en la conduisant à l'intérieur. « En effet, il est venu 2 fois. Il a dit qu'il était curieux de connaître les anciens bienfaiteurs. J'ai trouvé cela plutôt charmant. La plupart de nos registres paroissiaux ne sont pas lus depuis des décennies. » Et a-t-il pris des notes ? Bizarrement, a déclaré le révérend. Non. Mais il a semblé plus intéressé par une entrée sur la famille Bexley, en particulier une clause longtemps controversée dans le testament d'Eliza Bexley de 1893. Une femme curieuse. Elle a laissé le manoir à son neveu à condition qu'il ne soit jamais vendu en dehors de la famille. Assez impossible à faire respecter, bien sûr. Miss Marple sourit faiblement. À moins peut-être qu'on ait lieu de contester un héritage plus récent. Le révérend parut surpris. « Mon Dieu, vous pensez que quelqu'un... »« Oh, je ne pense pas encore, » répondit doucement Miss Marple, « mais la notion d'héritage semble occulter cette question. » Plus tard dans la journée, l'inspecteur a rendu visite à Madame Winifred Blodgett. Elle le reçut dans son salon, entouré de napperons, de portraits de chats encadrés et d'un air nettement trop parfumé. « Je comprends que vous avez été la première personne à parler avec le jeune Timothy après la découverte du corps, » a commencé l'inspecteur. « Eh bien sûr, » répondit-elle avec une juste dignité. « Le pauvre enfant était blanc comme un fantôme et babillait. Je l'ai immédiatement renvoyé chez le vicaire. »« Avez-vous vu vous-même le corps de M. Carraway ?»« J'ai jeté un coup d'œil, oui. Spectacle épouvantable. Cette boîte à chapeau tenait dans ses mains. Je lui ai dit que c'était une chose idiote à acheter. Il a toujours eu un flair pour le ridicule. « Oh, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» insista Athelney. Le nez de Madame Blodgett se contracta. « À part un homme mort sous une haie, j'ose dire que c'est admissible. »« Pas de ruban, peut-être ?» il a demandé. « Ruban ?» Timothy en a mentionné un. « Vert.
enroulé autour du poignet. Ses yeux se plissèrent légèrement, trahissant le moindre scintillement. Les enfants disent les choses les plus extraordinaires. Athelney a noté quelque chose dans son carnet, sans toutefois insister davantage. Mais Miss Marple, qui attendait tranquillement dans le couloir avec un livre de bibliothèque emprunté pour Madame Blodgett, remarqua la réaction à travers la porte ouverte du salon. Ce n'était pas une lueur d'incrédulité, mais de reconnaissance. Lorsque Madame Blodgett sortit pour recevoir le livre, Miss Marple le lui tendit avec un sourire. « Oh, Saul chuchotant !» Un titre charmant, mais pas aussi innocent qu'il y paraît. Le méchant cache l'acte de propriété dans une boîte à chapeau, si je me souviens bien. Madame Blodgett pâlit. Je n'en avais aucune idée. Je l'ai choisi pour la couverture. Oui, murmura Miss Marple, les couvertures peuvent être trompeuses. Ce soir-là, un visiteur arriva à la porte de Miss Marple. C'était M. Henry Fawcett, l'avocat local. Un homme aussi soigné que les boutons de son gilet et 2 fois plus raide. « Je me demande, dit-il, après qu'elle lui ait offert un siège et du sherry, si vous avez pu tomber sur quelque chose de curieux lors de la fête. Nous avons eu une petite brèche au bureau des archives. Quelqu'un a tenté d'ouvrir l'un des anciens coffres-forts des clients. Rien ne semble manquer, mais j'ai trouvé des rayures près de la serrure. La boîte appartient à la succession à de Bexley. » Miss Marple cligna lentement des yeux. « Comme c'est extraordinaire, je suis entré en possession d'une clé en laiton. » Elle le sortit de son panier à couture et le plaça sur un petit plateau en argent. Monsieur Fawcett l'examina, les yeux plissés. « C'est peut-être la clé du coffre-fort. Où l'avez-vous trouvée ? » « Dans un mouchoir, enveloppé de dépliants de vente aux enchères. Il m'a été apporté par le révérend, qui pensait que ce pourrait être le mien. Alors celui qui l'a placé là avait l'intention de le faire disparaître inaperçu, a déclaré Fawcett d'un ton sombre. Si M. Carraway avait cette clé, il aurait pu savoir quelque chose de dangereux. Miss Marple hocha la tête. Je crois qu'il l'a fait, et je crois que quelqu'un d'autre avait suffisamment peur de cette découverte pour agir. Dehors, les cloches de l'église paroissiale sonnaient doucement au loin. Dans un village comme Little Dithering, le passé ne reste jamais longtemps enfoui. Et même si le soleil d'été projetait une lueur dorée sur les toits, une ombre avait pris racine, difficile à dissiper par le thé ou les ragots. Les yeux de Miss Marple revinrent au ruban vert maintenant, épinglés à côté de son cercle à broder. Les morceaux s'assemblaient, lentement, soigneusement, comme ils le doivent toujours. Au moment où le week-end arrivait, l'inspecteur Athelney avait l'impression de courir après des ombres dans des pièces ensoleillées. Il avait rassemblé des preuves, interrogé des témoins et dressé des cases bien rangées autour des motifs et des moyens, mais les contours de l'affaire refusaient de rester cohérents. La mort de M. Félix Carraway est restée officiellement considérée comme suspecte, mais l'absence de lutte visible, le miroir manquant et la dispersion particulière des gants ont gardé les rapports du gendarme riches en spéculation et maigres en substance. Ce que l'inspecteur avait, en revanche, c'était un suspect que le village lui aussi était plus qu'heureux de présenter. Laetitia Hartfield. Les flirts sociaux de la veuve, sa proximité soudaine avec la victime, et sa connaissance apparente de la disparition la marquent, dans de nombreux esprits, comme le choix évident. C'était pratique aussi. Dans un village comme Little Dithering, les jugements moraux arrivaient bien plus rapidement que ceux émis par les tribunaux. Elle avait été la dernière personne vue avec Carraway avant la conclusion de la vente aux enchères. Elle s'était évanouie en apprenant sa mort, un acte que, bien que pas rare, beaucoup jugeaient désormais trop dramatique pour être authentique. Et elle avait intérêt, que ce soit à dessein ou par malheur, à tirer profit du mystère. Son nom avait été, selon son propre aveu, évoqué comme bénéficiaire potentiel dans le testament non écrit ou égaré de Carraway, Miss Marple. Cependant, n'est pas convaincue. Elle a observé Laetitia de loin alors qu'elle se dirigeait vers l'église dimanche matin, bras dessus, bras dessous avec sa cousine Judith Forrester,
une femme au visage sévère, avec une tête de veuve et des yeux comme des baïonnettes. Les deux femmes parlaient doucement, restaient entre elles, et avaient l'air hérissé de celles qui sont habituées à l'examen et déterminées à ne pas s'y flétrir. Après le service, Miss Marple tomba à leur côté sur le chemin de gravier, devant le Lich Gate. « Un si beau passage aujourd'hui, dit-elle chaleureusement. L'Ecclésiaste me rappelle toujours combien il y a peu de permanence dans les choses terrestres. » Laetitia hocha poliment la tête. « En effet, Miss Marple. J'ai pensé à Monsieur Carraway, vous savez, continua doucement Miss Marple. Il semblait apprécier le temporaire. Jamais enraciné, jamais installé, mais toujours très intéressé par l'héritage. » Laetitia jeta un coup d'œil de côté. « Me demandez-vous quelque chose, Miss Marple ?»« Oh, pas du tout, » dit-elle avec un sourire désarmant. « Mais je me demande si vous savez si Monsieur Carraway s'est déjà rendu au bureau du notaire. Monsieur Fawcett a été assez surpris que quelqu'un essaie de falsifier le coffre-fort de Bexley. » Laetitia s'arrêta de marcher. Son cousin bougea avec inquiétude. « Il ne m'en a jamais parlé, » dit Laetitia après un moment. « Je pensais que ses affaires juridiques étaient à Londres. »« Curieuse, » dit Miss Marple, « parce qu'il était tellement fasciné par notre histoire locale, et par Bexley Manor en particulier. » Le regard de Laetitia se fit plus aiguisé. « Si vous pensez que j'ai quelque chose à voir avec sa mort, Miss Marple, vous vous trompez. » Miss Marple hocha la tête avec gentillesse. « Bien sûr, et j'espère que la vérité sera révélée assez tôt. C'est toujours le cas. » Elle s'éloigna, permettant aux femmes de continuer seules. Plus tard dans la journée, l'agent Trudge est arrivé à la porte de Miss Marple, traînant les pieds à la manière d'un homme qui sent qu'une conversation ne tournera pas en sa faveur. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il en tirant sa casquette. « L'inspecteur dit que nous allons poursuivre Madame Hartfield plus sérieusement maintenant. Nous avons des raisons de croire qu'elle a pu accéder au bureau du notaire avec la clé de Monsieur Carraway. Pardonnez-moi de le dire, son mobile est solide. » Miss Marple déposa son tricot. « Ce serait plus pratique, n'est-ce pas ?» Trudge fronça les sourcils. « Je demande pardon. » Miss Marple lui lança un regard qui n'était ni réprimandé, ni indulgent. Quand quelqu'un meurt dans un petit village, la personne qui en profite le plus est souvent immédiatement considérée comme coupable. Cela nous aide à dormir la nuit, en pensant que le monde a ce genre de sens simple. « Eh bien, » dit-il maladroitement, « elle a menti en disant qu'elle l'avait vue la nuit précédente. A-t-elle menti ou s'est-elle protégée des commérages? L'un n'est pas pareil que l'autre. » Trudge plissa les yeux, mais ne dit rien de plus. Il est reparti avec une promesse sans enthousiasme de s'occuper également d'autre chose. Même si son expression trahissait peu de confiance, Miss Marple retourna dans son salon et passa en revue sa petite collection de particularités. Une clé en laiton, mystérieusement rendue. Un miroir manquant dans la boîte à chapeau. Observation. D'un enfant d'un ruban vert, un homme intéressé par les anciens registres de propriété, et un moment de calme pendant la fête qui ne l'avait pas quitté. Ce moment s'était produit juste avant la vente aux enchères, lorsqu'on avait vu Carraway s'écarter pour parler en privé avec quelqu'un près du bosquet. Personne n'avait clairement vu avec qui. La plupart assument Laetitia. Mais Miss Marple se souvenait d'autre chose. L'éclair d'une jupe plus foncée, non pas celle lavande pâle que portait Laetitia, mais bleu marine, et une main gantée, elle décida de faire appel à Madame Blodgett. La matrone des concours de roses et des thés de la société de jardinage reçut Miss Marple avec une formalité prudente, qui n'était plus aussi enthousiaste qu'elle l'avait été. Dans les premiers jours après le crime, « Je pensais juste que je rendrais votre livre », dit Miss Marple en lui tendant Saul chuchotant. « J'espère que ça ne t'a pas donné de cauchemar. » Madame Blodgett pinça les lèvres. « Pas du tout. Je trouve toujours si intriguant quand la fiction reflète la vie. Une boîte à chapeau qui cache des secrets, un testament disparu. » Les doigts de Madame Blodgett se resserrèrent autour du dos du livre. « Avez-vous apprécié la fête ?» a demandé Miss Marple en conversation. « Avant, c'était horrible, »
Oui, les fraises étaient bien réfrigérées, mais tout a sombré dans la folie. Vous avez parlé avec Monsieur Carraway, n'est-ce pas? Il me semble me souvenir de vous près de la table de tombola. Brièvement, dit-elle sèchement. Je lui ai dit que la boîte à chapeau était moche. Miss Marple sourit. Et après la fête, je suis rentré directement à la maison. Miss Marple pencha légèrement la tête. Timothy Lyle dit qu'il t'a vu derrière la haie. Madame Blodgett. Serait dit. Cet enfant était confus. Miss Marple haussa légèrement les épaules. Les enfants le sont souvent, mais ils inventent rarement des rubans. Pendant un instant, le silence dans la pièce devint lourd, puis Madame Blodgett se redressa, adoptant son ton plus exercé. « J'ai bien peur d'avoir des courses à faire, Miss Marple. »« Bien sûr. Merci pour la conversation. » Alors qu'elle reculait au soleil, Miss Marple réfléchissait non seulement au mensonge, mais aussi à la façon dont il avait été raconté, avec précision et sans protestation, jusqu'à ce qu'on la provoque. Un coupable proteste souvent trop, mais quelqu'un qui a quelque chose à protéger dévie simplement. Ce soir-là, un nouveau murmure arriva via Miss Pilcher à la bibliothèque de près. « Avez-vous entendu ?» dit-elle à bout de souffle. « Monsieur Carraway a été vu en train de se disputer avec quelqu'un 2 nuits avant la fête. La fille de l'aubergiste jure qu'elle l'a vu près de l'ancien chemin de poste au crépuscule avec Madame Forrester. »« Madame Forrester ?» répéta Miss Marple, surprise. « Oui, la cousine de Laetitia, celle qui est toujours à ses côtés. Les gens l'oublient, mais elle est là depuis le décès du mari de Laetitia. Elle est restée bien après sa visite. Vous ne pensez pas... » Miss Marple ne répondit pas, mais ses pensées avaient changé. Dame Judith Forrester s'était présentée comme une cousine protectrice, mais avait-elle vraiment été une tutrice ou une gardienne? Cette nuit-là, Miss Marple a écrit 2 notes. Elle l'a remis à l'inspecteur Athelney, lui demandant de parler discrètement des activités de Madame Forrester dans les jours précédant le meurtre. L'autre, elle l'a glissé dans son kit de broderie où il se blottit à côté d'un morceau de ruban. Elle avait des soupçons grandissants. Mais la lumière n'était pas encore prête. Lundi matin, Little Dittering avait sombré dans une sorte de calme inquiet, une immobilité chargée de théories, de tensions et de l'entêtement persistant de la chaleur du milieu de l'été. Les fleurs du jardin du presbytère commençaient à tomber légèrement, comme si elles-mêmes commençaient à se lasser du suspense. Mais Miss Marple, qui n'était jamais du genre à flétrir sous la pression, était assise calmement à son bureau, arrangeant ses notes, ses observations et ses noms avec le même soin qu'elle mettait à placer les points de sa broderie. Elle n'avait pas encore pris sa décision. Plusieurs personnages se trouvaient dans l'ombre des soupçons. Laetitia Hartfield, Madame Blodgett et maintenant Judith Forrester. Tous avaient des raisons de souhaiter le silence de M. Carraway, et peut-être plus important encore, tous avaient montré de subtils signes de dissimulation. Mais Miss Marple savait par expérience que la culpabilité se cachait souvent dans les gestes les plus discrets, les plus petites incohérences. Ses doigts traînèrent une fois de plus sur les bords de la clé en laiton. Il n'avait pas simplement disparu. Il avait été retourné, rangé dans un colis et livré sous couvert. D'oubli? Cela indiquait le calcul. Quelqu'un n'avait pas voulu que la clé soit découverte en sa possession. Et puis il y avait le ruban, le souvenir de l'enfant d'une boucle vert pâle nouée autour du poignet de la victime. Personne n'en avait prétendu avoir connaissance. Personne, à part Timothy, n'avait admis l'avoir vu. Il était temps de revenir sur les lieux. Miss Marple se dirigea vivement vers la haie au fond du jardin du presbytère, où la fête avait culminé si sinistrement. L'herbe avait commencé à repousser là où les pieds l'avaient autrefois piétinée, et les derniers brins d'étamine avaient été enlevés. Pourtant, l'espace gardait une charge, comme une scène de théâtre qui se souvenait du drame qui y était joué. Elle bougeait tranquillement, scrutant la zone avec des yeux exercés. Rien d'évident n'attira son attention. Pas de terre piétinée ni d'indices brillants. Mais Miss Marple n'était pas venue chercher le spectacle. Elle cherchait ce que les autres manqueraient.
Ses yeux se posèrent sur le pied de la haie d'aubépine. Là, presque recouvert d'une parcelle de thym rampant, se trouvait quelque chose qui n'était pas à sa place. Un petit disque d'un argent terne de la taille d'une prune. Miss Marple se pencha et le récupéra. Un miroir compact. Sa surface était éraflée, mais la charnière était toujours intacte. Elle l'a ouvert. Le verre à l'intérieur était fissuré dans un coin, le support argenté terni par l'exposition. Pas d'initiale. Aucune décoration. Simple mais distinctement absent de la boîte à chapeau lorsqu'elle avait été trouvée près du corps de Carraway. Donc, c'était ce qui avait disparu. Mais pourquoi retirer le miroir pour le jeter si près de la scène? Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Elle rangea l'objet dans son réticule et marcha lentement vers le village, l'esprit déjà en avance. Sa destination était le magasin d'antiquités du village, tenu par le méticuleux et aux yeux perçants M. Whitcomb. Elle est arrivée juste après l'ouverture. Il leva les yeux après avoir épousseté une étagère remplie de dés à coudre, en porcelaine, et sourit avec une surprise contenue. « Miss Marple, un plaisir. Nous ne vous voyons pas souvent à la recherche de curiosités. »« Curiosité peut-être, dit-elle. Je me demande, puis-je vous déranger pour regarder quelque chose ?» Elle posa le poudrier sur le comptoir. M. Whitcomb l'a examiné avec des doigts délicats et une loupe de bijoutier. Année 1920, je dirais. Un design français, pas particulièrement précieux. Ils étaient souvent vendus dans des ensembles avec des gants ou des vanity cases. Un peu comme quelque chose que l'on pourrait trouver dans, disons, une boîte à chapeau vintage. En effet, murmura Miss Marple. Pouvez-vous dire si cela a été récemment traité? Whitcomb renifla légèrement. Il y a des résidus, sur le miroir de la poudre peut-être, du genre qu'on pourrait utiliser pour dissimuler des bleus. Les doigts de Miss Marple tapotèrent légèrement son sac à main. Elle quitta le magasin peu après et se dirigea vers l'allée qui menait à Bexley Manor. Bien qu'elle soit désormais en grande partie fermée après la mort de Carraway, elle avait entendu dire que Judith Forrester était restée en résidence pour le moment. Un arrangement délicat selon l'épicier, mais la famille était la famille, même si un meurtre avait aigri l'ambiance. Elle trouva Judith Forrester dans le jardin latéral, taillant une haie avec un air d'efficacité taillée. L'expression de la femme était toujours aussi sévère, ses cheveux méchés d'argent tirés en arrière, sa robe simple, ses mouvements vifs. « Miss Marple, dit-elle sans sourire, est-ce que vous vous renseignez encore sur Laetitia ?»« Pas exactement, répondit Miss Marple, même si je me demande, avez-vous déjà rencontré M. Carraway avant son arrivée à Little Dithering? Les cisailles de Judith se sont arrêtées en plein vol. Non. Aurais-je dû? J'ai réfléchi, continua Miss Marple, à la façon dont M. Carraway s'est si rapidement inséré dans la vie du village. Il semblait avoir une connaissance précise des histoires à remuer et des personnes à charmer. C'est rare chez un étranger, cela signifie souvent qu'il avait de l'aide ou un motif. Judith essuya ses mains gantées sur un chiffon et rencontra froidement le regard de Miss Marple. « Si vous proposez « j'ai amené Félix ici, tu te trompes. »« Peut-être, » dit doucement Miss Marple, « mais ce serait tout à fait une coïncidence, n'est-ce pas? Que vous, le compagnon et protecteur constant de Laetitia, restiez à ses côtés au moment même où quelqu'un arrivait, avec le potentiel de déplacer son héritage, et mourriez ensuite avec son testament manquant. » Les yeux de Judith brillèrent. « Laetitia est une femme délicate. Elle ne mérite pas de suspicion. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais un proche aurait peut-être décidé qu'elle méritait d'être protégée, quel qu'en soit le prix. » La mâchoire de Judith se serra. « Si vous êtes venu ici pour m'accuser... »« Non, » l'interrompit doucement Miss Marple. « Seulement pour rendre quelque chose qui pourrait être le vôtre. » Elle fouilla dans son sac et posa le poudrier sur le banc du jardin. Le visage de Judith s'est vidé de ses couleurs. « Je l'ai trouvé derrière la haie, » a déclaré Miss Marple. Cela semblait trop personnel pour le confier à l'inspecteur sans confirmation préalable.
Judith restait figée. Ses doigts se contractèrent légèrement, comme pour résister à l'envie de saisir l'objet. « Ce n'est pas le mien, » dit-elle. Miss Marple hocha seulement la tête et se tourna pour partir. Bien sûr, lorsqu'elle atteignit la porte, elle fit une pause. « Oh, une dernière chose. On a parlé d'un ruban vert, je crois, qui s'était enroulé autour du poignet de M. Carraway. Timothy Lyle l'a vu, mais il a disparu avant l'arrivée de la police. » Judith n'a donné aucune réponse. « Chose étrange, souvenir, » dit doucement Miss Marple. « Il nous fait souvent défaut au mauvais moment, mais il a l'habitude de revenir au moment où on s'y attend le moins. » De retour à son cottage, Miss Marple plaça le miroir compact à côté de la clé en laiton et du ruban, désormais soigneusement plié dans un mouchoir. 3 objets ordinaires, chacun relié par des décisions subtiles, de petites tromperies, et l'impulsion humaine de contrôler le destin. Elle n'avait toujours aucune preuve absolue, mais elle se rapprochait. Plus tard dans la soirée, le village a reçu un petit choc. Madame Winifred Blodgett est tombée malade tout à coup et s'est effondrée à la table du dîner. Le docteur Penrose, appelé de l'autre côté du green, déclara qu'il s'agissait d'un cas de nerfs et de chaleur. Mais la femme de chambre de Madame Blodgett, la jeune Mavis aux yeux trop écarquillés pour mentir, a dit à sa cousine à la boulangerie que Madame Blodgett pleurait et répétait. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. La nouvelle parvint à Miss Marple au petit déjeuner le lendemain matin. Elle remuait lentement son thé. 2 femmes, 2 silences. Un mort. Mais ce sont les plus petites choses qui trahissèrent les gens. Un miroir, un ruban, une clé, et un mensonge caché, non pas dans ce qui a été dit, mais dans ce qui n'était jamais censé être vu. C'était le mardi suivant, lorsque Miss Marple, lors de sa promenade matinale habituelle, s'arrêta devant le muret de pierre qui marquait le jardin de devant de la maison de Madame Winifred Blodgett. Les rideaux étaient tirés et une note manuscrite avait été apposée sur le poteau de la porte. Pas de visiteurs, ordre du médecin. Cela seul aurait pu dissuader les commérages moyens du village, mais pas Miss Marple, dont les visites n'étaient jamais vaines et dont le timing était rarement inutile. Elle a sonné. Au bout d'1 minute, la porte s'ouvrit prudemment, révélant le visage pincé de la jeune Mavis, la servante. La jeune fille avait l'air pâle et anxieuse, ses mains fermement agrippées au chambranle de la porte. « Oh, Miss Marple !» dit-elle, une touche de soulagement dans la voix. « Je ne sais pas si Madame Blodgett ne voit personne. »« Je ne resterai pas longtemps, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Mais je crois qu'une brève conversation peut lui faire plus de bien qu'une 12aine de pilules. Auriez-vous la gentillesse de lui demander ?» Mavis hésita, puis hocha la tête et se retira dans la maison. Après une pause, elle revint et ouvrit la porte un peu plus grand. Elle dit que vous pouvez entrer. Juste 5 minutes, s'il vous plaît. Miss Marple entra et se laissa conduire au salon, où Madame Blodgett était assise sous un châle au crochet, droite mais pâle, une tasse de thé intacte tremblant sur ses genoux. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Miss Marple en s'installant sur la chaise d'en face. « Je ne suis pas malade, » marmonna Madame Blodgett. « C'est mes nerfs. J'ai eu peur, c'est tout. »« Les nerfs ne sont pas à prendre à la légère, » répondit Miss Marple d'un ton doux mais délibéré. « Surtout quand il découle de choses non dites. » Les lèvres de Madame A. Blodgett se pincèrent. « Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je pense que oui. Et je pense que le poids de ce que vous portez vous rend malade. » Elle laissa cela reposer un moment, tandis que l'horloge sonnait solennellement sur la cheminée. « Vous étiez derrière la haie avant l'arrivée de la police, » a poursuivi Miss Marple. « Timothy a vu le ruban, et je crois que vous l'avez vu aussi. Peut-être que vous l'avez même retiré. » La tasse de thé de Madame Blodgett claqua sur sa soucoupe. « Ce n'était pas le mien. Je ne l'ai pas tué. »« Non, » dit doucement Miss Marple. « Je n'aurais jamais pensé que c'était le cas. Mais vous avez vu quelque chose ou quelqu'un que vous n'avez pas admis. Et maintenant, la culpabilité du silence fait des ravages. » Madame Blodgett détourna le regard, les yeux humides. « Je ne voulais pas être impliquée. Je voulais seulement que la fête se passe bien.
Je ne voulais pas que les gens me pointent du doigt. Qu'as-tu vu, Winifred? Il y eut une pause, un long silence tendu. Puis, d'une voix hésitante, Madame Blodgett commença à parler. « Je revenais de la tente de Tombola », a-t-elle déclaré. « J'avais oublié mes gants et je pensais les avoir laissés derrière moi. Je traversais la haie pour éviter la foule et je l'ai vu, Monsieur Carraway, il se disputait avec Judith Forrester. Elle était en colère, sa voix basse mais aiguë. Que disait-il? Je n'ai pas pu tout entendre, mais j'en ai assez compris. Il a dit quelque chose à propos du testament, et elle a dit que cela ne le regardait pas. Il lui a dit qu'il avait l'intention de soumettre le document à l'avocat le lendemain matin. Elle lui a dit... Le souffle de Madame Blodgett était coupé. Elle lui a dit que s'il faisait cela, quelqu'un veillerait à ce qu'il n'en ait jamais l'occasion. Et puis, je me suis détourné, je ne voulais pas qu'il sache que j'écoutais. Quelques minutes plus tard, Timothy a crié « Pourquoi ne vous êtes-vous pas manifesté ?» J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire. Judith me fait peur. Elle l'a toujours fait. Et quand le miroir a disparu et que la boîte à chapeau était vide, j'ai paniqué. Miss Marple hocha la tête, se levant lentement et tapotant la main de la femme plus âgée. Vous avez fait la bonne chose maintenant, et c'est ce qui compte. En partant, elle rencontra Mavis dans le couloir et lui fit un petit sourire. Vous pourriez préparer à Madame Blodgett une tasse de camomille avec du miel. Une conscience douce a besoin d'être apaisée. De là, Miss Marple se dirigea vers le chalet de la police, où l'inspecteur Athelney était assis à son bureau, plutôt épuisé. Des papiers étaient éparpillés. Le bord de son chapeau était cabossé à côté d'un sandwich presque intact, et il leva les yeux avec des yeux lasses lorsqu'elle frappa légèrement au chambranle de la porte. « Mademoiselle Marple, à moins que vous ne soyez ici pour avouer, je crains de ne plus avoir de temps pour des meurtriers hypothétiques, ou des objets de famille égarés. » Elle sourit gentiment. « Je n'ai jamais été moi-même friand d'hypothèses, mais je crois pouvoir vous proposer quelque chose de bien plus substantiel. » Il se redressa. « Continue. » Elle a raconté sa conversation avec Madame Blodgett dans son intégralité, en prenant soin de noter le ton et les détails. Quand elle eut fini, Athelney se pencha en arrière avec une lente expiration. Elle a entendu Forrester le menacer. « Oui, et vous soupçonniez déjà Forrester, n'est-ce pas? » « Je soupçonnais quelque chose, même si elle a été aussi soignée qu'une déclaration d'impôt. Pas d'empreinte digitale, aucun motif que quiconque puisse admettre. Laetitia jure qu'elle a à peine remarqué ce dont parlaient Judith et Félix. Miss Marple ouvrit son sac et en sortit le miroir compact. « Ceci, dit-elle, appartenait à Judith. Elle l'a laissé tomber, je suppose, après la lutte. » Athelney haussa un sourcil. « Une lutte ?» Carraway tenait la boîte à chapeau. Judith a essayé de récupérer le document. Peut-être a-t-il résisté. Dans la bagarre, son miroir est tombé. Elle a pris le ruban soit pour le cacher, soit parce qu'il reliait quelque chose. Peut-être un paquet de papier. Athelney se frotta le front. Mais nous n'avons toujours pas trouvé un testament, ou la preuve qu'elle savait que ça existait. Les yeux de Miss Marple pétillèrent. C'est précisément pourquoi je le crois était caché dans la boîte à chapeau. Pas la partie visible, bien sûr. C'était un leurre. La doublure était épaisse, n'est-ce pas? Un double fond aurait facilement pu dissimuler un document plié. Vous pensez qu'elle l'a récupéré avant l'arrivée des gendarmes? Non, je pense qu'elle avait l'intention de le faire. Mais je crois que quelqu'un d'autre est arrivé en premier. Athelney fronça les sourcils. Madame Blodgett? Non, dit doucement Miss Marple. Laetitia. Elle quitta alors le poste de police, déclinant l'offre de transport d'Athelney, et marcha de nouveau jusqu'à Hartfield Lodge. Cette fois, c'est Laetitia elle-même qui a ouvert la porte. Elle avait l'air fatiguée, moins poudrée, moins polie, mais pas surprise. Je me demandais quand tu viendrais. Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. Je crois que vous avez la volonté. Les yeux de Laetitia s'écarquillèrent. Je ne l'ai pas tuée, Jane. Je n'ai jamais dit que c'était le cas. Mais je pense que vous l'avez trouvée après le départ de la police.
peut-être caché dans la doublure de la boîte à chapeau. Vous avez peut-être même soupçonné qu'il était là. Après tout, Félix a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il préparait quelque chose pour l'avocat. Laetitia ouvrit davantage la porte, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Entrez ». Dans le salon, derrière un bureau laqué, elle ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe pliée. Il était caché sous la doublure de velours. Je ne voulais pas le cacher, pas au début. Mais ensuite, l'inspecteur a dit qu'aucun testament n'avait été trouvé, et tout d'un coup, je ne savais plus à qui faire confiance. Je ne voulais pas que Judith soit accusée. Elle est difficile, mais c'est ma cousine. Miss Marple prit le document avec douceur. C'était signé, daté, en présence d'un certain Monsieur Fawcett, l'avocat. Il vous a laissé le manoir, observa Miss Marple, et un legs caritatif à l'église. Laetitia hocha la tête. Il a dit qu'il était temps de récompenser l'honnêteté. Et que vas-tu faire maintenant? Laetitia leva les yeux humides mais résolus. Remettez-le à l'inspecteur, j'ai assez tardé. Miss Marple tendit la main par-dessus la table et lui toucha la main. La vérité éclate toujours, Laetitia, tôt ou tard. Bien entendu, le village n'a pas reçu les détails d'un seul coup. Les murmures se déplaçaient selon des trajectoires elliptiques, tordues et polies à chaque récit. Mais finalement, la vérité, ou plutôt une partie de celle-ci, est devenue claire. Un homme était venu remuer de vieux secrets et, ce faisant, avait révélé des loyautés plus profondes et des blessures plus anciennes. Et Miss Marple, assise, de nouveau sous son aubépine, regardait le village expirer. La surface était redevenue calme, mais au-dessous, la mémoire persistait, et elle savait, comme toujours, que toutes les confrontations ne se terminent pas par la violence. Certains se terminent en silence, et certaines décisions prises en silence, lorsque personne ne regarde. Pendant une brève période, il sembla que l'affaire pourrait commencer à se régler. Laetitia Hartfield avait remis le testament, désormais confirmé comme étant juridiquement contraignant et signé de la bonne main. Monsieur Fawcett, après inspection, a vérifié que Carraway s'était effectivement rendu à son bureau 2 semaines auparavant et avait fait témoigner sa signature, bien que Fawcett ne sache pas à qui le document faisait référence jusqu'à présent. L'inspecteur Athelney, après de nombreux grognements internes, avait admis que Laetitia n'était plus suspecte. Madame Blodgett est restée dans son cottage, récupérant ses nerfs. Et Judith Forrester, après un entretien pointu, a affirmé que même si elle avait confronté Carraway à propos du testament, elle ne lui avait ni fait de mal, ni touché la boîte à chapeau. Elle avait, a-t-elle admis, parlé par colère, mais a insisté sur le fait qu'elle ne s'attendait jamais à ce que quoi que ce soit se passe. Le miroir compact reste circonstanciel, le ruban toujours manquant. Miss Marple, cependant, ne sentait pas encore que l'histoire était terminée. Il y avait autre chose. Quelque chose d'important qui n'avait pas encore fait surface, et elle le ressentait dans la façon dont le village fonctionnait, comme si elle prétendait que la fermeture avait été atteinte. Mais Miss Marple connaissait Little Dittering depuis trop longtemps pour se laisser tromper par des expressions calmes et des services athées soignés. La vérité, pensa-t-elle, n'arrivait pas toujours dans un seul colis soigné. Parfois, il était révélé en couches, en retirant une histoire pour en trouver une autre en dessous. Et c'est l'avocat du village, Monsieur Fawcett, qui a involontairement déclenché le prochain tour de vis. Il est arrivé au cottage de Miss Marple vendredi après-midi, chapeau à la main, l'air plus perplexe qu'urgent. « Pardonnez votre intrusion, Miss Marple, » commença-t-il. « Je parcourais le dossier Carraway maintenant que le testament a été validé, et je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Enfin, pas étrange, justement, mais inexpliqué. » Miss Marple désigna le salon. « Entrez. Voudriez-vous du thé? Juste ?»« Un instant, merci. » Il sortit de sa valise un drap plié et le lui tendit. Cela faisait partie de ses effets personnels. Cela semble être une lettre, non envoyée. Normalement, je ne le mentionnerai pas, mais votre nom y figure. Elle prit le journal et lut en silence.
Il était daté de 3 jours avant la mort de Dizon Carraway, ma chère Miss Marple. Vous pardonnerez la présomption d'une note d'un quasi-étranger, mais je commence à soupçonner que mes activités à Little Dithering attirent peut-être une mauvaise attention. J'ai appris plus que prévu. Pas seulement à propos de la succession Bexley, mais aussi à propos d'une affaire que je crois être de nature criminelle et sans rapport avec ma volonté. S'il m'arrive quelque chose, j'espère que cette note sera retrouvée. Vous semblez être la seule personne capable de voir à travers le brouillard social la vérité désagréable qui se cache en dessous. Je regrette de m'être mêlé à ces affaires. Je croyais que j'aidais. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Je crains d'être tombé sur quelque chose de plus sombre que le droit des successions. Cordialement, Félix Carraway. Miss Marple plia lentement le billet et se rassit. « Puis-je garder ça ?»« Bien sûr, » a déclaré Fawcett. « Il n'a pas été publié, donc je ne sais pas s'il avait l'intention de l'envoyer ou s'il l'a simplement écrit avec inquiétude. » Miss Marple eut un léger sourire. « Je soupçonne qu'il avait l'intention de faire les deux. » Après le départ de l'avocat, elle regarda par la fenêtre vers la ruelle tranquille, réfléchissant profondément. Une affaire distincte, de nature criminelle, et quelque chose que Félix croyait avoir découvert quelques jours avant sa mort. Mais qu'est-ce que ça pourrait être? Les affaires de Bexley Manor avaient accaparé l'attention du village, mais Félix avait toujours eu un œil vagabond et une tendance à poser les mauvaises questions aux bons endroits. S'il avait découvert quelque chose que même Laetitia et Judith ignoraient, cela aurait pu faire de lui un danger pour quelqu'un, autre entièrement. Elle se leva et ouvrit à nouveau son cahier, revenant aux premières notes. Il était temps de se demander non seulement qui avait des raisons de tuer Félix, mais aussi qui avait quelque chose de complètement différent à cacher. Elle commença par la fête. Qui avait été nerveux? Qui avait plané près d'eux? La vente aux enchères. Qui avait observé Carraway, non pas avec intérêt, mais avec inquiétude? La réponse est venue, étrangement, sous la forme de quelque chose de non dit. Une absence. Le fils du vicaire, Matthew Chudley. Miss Marple fut soudain frappée par la façon dont le jeune homme était devenu invisible ces dernières semaines. Habituellement vu dans le village livrant des choses pour l'église, peignant des pancartes et aidant dans le jardin, il était, depuis le jour de la fête, devenu presque fantomatique. Miss Marple s'est souvenue de quelque chose que Timothy Lyle avait dit au début. « Je ne l'ai vu que de dos, mais il tenait toujours cette boîte à chapeau. C'est drôle quand même. » Qu'est-ce qui avait été drôle? Le ruban ou autre chose? Elle est allée au presbytère cet après-midi. Madame Chudley l'accueillit, un peu troublée, son tablier taché de farine. « Pardonnez le désordre, Miss Marple. Nous préparons la vente des récoltes. »« Comme ces travailleurs, » a déclaré Miss Marple. « Est-ce que Matthew est à la maison ?» Le sourire vacilla. « Matthew est dans le hangar. Il construit le nouveau panneau signalétique pour la chapelle. Je vais le chercher. »« Pas besoin, » dit agréablement Miss Marple. « Je vais me promener. J'aimerais voir comment ça se passe. » Elle trouva le fils du vicaire agenouillé sur une planche de bois, un ciseau à la main. Il leva les yeux, surpris, et se leva rapidement. « Oh, Miss Marple, tu es un véritable artisan, Matthew. Ce lettrage est très précis. » Il sourit maladroitement. « J'essaye. » Elle l'observa un instant. « Tu es resté silencieux ces derniers temps. Te voir à la boulangerie m'a manqué. » Il haussa les épaules. « J'ai été occupé. » Elle se rapprocha et toucha le coin de la planche. « Connaissez-vous très bien Monsieur Carraway ?» Il cligna des yeux. « Non, je viens de le voir dans les environs. Vous avez aidé à mettre en place la table des enchères, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel à propos de la boîte à chapeau ?» Il hésita. Seulement qu'il semblait très heureux de la voir. Miss Marple hocha lentement la tête. Puis, « En avez-vous retiré quelque chose ?» Mathieu rougit. « Non, pourquoi devrais-je ?»« Parce que, dit-elle doucement, je pense que Félix a découvert quelque chose qu'il n'était pas censé faire, et je pense que tu avais peur qu'il l'expose. »« Je ne l'ai pas tué, » dit rapidement Matthew. « Non, » répondit Miss Marple. « Je ne pense pas que vous l'ayez fait.
Mais je crois qu'il a découvert ce que vous faisiez avec les fonds de l'église. » Matthew est devenu pâle. « Toi, j'ai remarqué les nouveaux panneaux, la teinture coûteuse, les nouveaux outils de jardinage. Tout cela est plutôt joli, et pourtant le vicaire a souvent évoqué le budget serré de l'église. » Il s'affala sur le tabouret, enfouissant son visage dans ses mains. « Je ne voulais pas en prendre autant. Au début, c'était juste de petits morceaux. Pour les fleurs, puis les réparations. Mais ensuite, M. Carraway a mentionné au vicaire qu'il avait repéré des divergences dans les registres de dons. N'est-ce pas? » Mathieu hocha la tête. « Il m'a confronté la veille de la fête. Il m'a dit qu'il irait voir l'évêque si je ne l'avouais pas. » L'expression de Miss Marple resta douce, mais son ton devint plus ferme. « Et donc vous l'avez suivi pendant la fête, dans l'espoir de l'en dissuader. Mais il était déjà mort. J'ai trouvé la boîte à chapeau juste avant l'arrivée de la police. J'avais peur que le testament dise quelque chose sur moi, qu'il m'avait écrit en guise d'avertissement. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai pris le ruban. C'était le mien. Je l'ai utilisé pour attacher les sacs de dons. Je pensais que s'il le voyait, il penserait que j'étais impliqué dans le meurtre. » Le cœur de Miss Marple s'adoucit. « Vous étiez effrayé et stupide, mais pas méchant. Que dois-je faire? Vous dites la vérité à l'inspecteur Athelney. Vous restituez l'argent publiquement, et vous passez le reste de votre vie à rembourser la confiance que vous avez brisée. » Elle se leva. Et pour la première fois depuis plusieurs jours, Matthew Chudley a regardé quelqu'un dans les yeux. Ce soir-là, Miss Marple écrivit un mot de sa petite main prudente. « Un homme peut mourir avec un testament en poche et des secrets, dans son ombre. Mais un seul lui survivra réellement. » GM, pendant quelques jours après les aveux de Matthew Chudley, le village s'est replié sur lui-même avec un malaise poli. Son aveu discret d'avoir abusé des fonds de l'Église a fait plus que soulever des sourcils dans les magasins et les salons de thé. Il a suscité des soupirs, des jugements chuchotés et un regard particulièrement froid de la part de Miss Pilcher lorsqu'elle passait devant le presbytère avec son chien. Mais les habitants de la ville, même s'ils n'oubliaient pas rapidement, se montraient miséricordieux, à leur manière surannée. Le scandale, malgré toute sa honte, n'avait pas impliqué de meurtre, et Matthew l'avait reconnu, remboursé intégralement l'argent grâce à un petit héritage et proposé de démissionner de ses fonctions volontaires. Le révérend Chudley déclina l'offre avec dignité, mais avec des instructions fermes. Votre service doit désormais être 2 fois plus diligent et 3 fois plus silencieux. Miss Marple observait tout cela avec un sang-froid attentif. La résolution était appropriée, juste, mais dans son esprit l'énigme restait entière. Félix Carraway était mort subitement, oui, sa volonté avait été trouvée, ses ennemis mineurs révélés, son ingérence mise au grand jour. Mais quelque chose persistait derrière cette conclusion soignée. C'était comme si un tableau était légèrement de travers. Le crime avait été commis avec délibération et non avec passion. Quelqu'un avait voulu provoquer le silence de Carraway, non pas pour sauver la face, ni pour couvrir une indiscrétion mineure, mais pour protéger quelque chose de plus grave, de plus dangereux, et cela la ramena une fois de plus à Judith Forrester. La cousine de Laetitia était visiblement absente du public depuis son interrogatoire par l'inspecteur Athelney. Elle n'avait pas accompagné Laetitia à l'église, ni été vue dans la rue principale. Même le garçon épicier a déclaré qu'elle avait pris l'habitude d'envoyer des notes plutôt que des courses. Miss Marple savait ce que signifiait un tel comportement, pas nécessairement de culpabilité, mais le calcul. Judith regardait. « Écoute, pesez ses options. » Et cela la rendait dangereuse. Alors Miss Marple, toujours en stratège patiente, l'a invitée à prendre le thé. La note a été soigneusement rédigée et déposée à la porte Hartfield tôt le matin. « Une tasse et une conversation tranquille, chère Judith. Juste nous, mesdames. Pas de chichi. 16h01. À vous, Jane. » À 3h58 précises,
Judith Forrester arrivait au portail de Miss Marple, impeccablement vêtue d'une veste bleu marine et d'un chapeau à plumes qui semblait raide de fierté. Sa mâchoire était serrée, ses gants impeccables. Dans le salon confortable, Miss Marple avait disposé 2 tasses, une assiette de biscuits sablés et une serviette en lin brodé pliée avec une précision que peu de gens remarquaient, mais qu'elle considérait comme essentielle. Chaque chose à sa place, surtout la vérité. « Judith, dit-elle chaleureusement, merci d'être venue. » Judith fit un signe de tête en retour, s'installant sur la chaise en face de la cheminée. « J'imagine que vous m'avez invité pour une raison, autre que le thé. »« Oh, je sers rarement du thé sans but, » approuva Miss Marple avec un sourire. « Mais inutile d'être méfiant, je trouve simplement la conversation éclairante. » Ils sirotèrent tranquillement pendant un moment, la tension équilibrée sur le bord argenté des tasses en porcelaine. « On ne vous a pas beaucoup vu dans le village ces derniers temps, » remarqua Miss Marple. « Je n'aime pas les regards indiscrets, » répondit sèchement Judith. « Laetitia a enduré suffisamment de spéculations pour nous deux. »« Tout à fait, mais les spéculations ont évolué, je crois. Les aveux de Matthew en ont réorienté une grande partie. » Les lèvres de Judith se courbèrent légèrement. Pratique, n'est-ce pas? Les vérités pratiques masquent souvent celles qui dérangent. Il y eut un silence. Miss Marple continua doucement. « Dites-moi, Judith, quand avez-vous pour la première fois soupçonné que M. Carraway représentait une menace pour vous personnellement? Je vous demande pardon? »« Oh, pas à Laetitia, » dit calmement Miss Marple. « Mais pour toi. » J'ai réfléchi. Félix Carraway n'était pas le genre d'homme à poursuivre une romance sans rien faire. Il avait le sens du profit, pas de l'affection. Et Laetitia, avec sa succession et son influence, constituait une perspective convaincante. Mais il aimait aussi creuser. Et je crois qu'il a déterré quelque chose que vous pensiez enterré depuis longtemps. Judith posa sa tasse avec un faible cliquet. « Si c'est une accusation, non, Judith. C'est une opportunité. » « Opportunité? Pour clarifier ?» Judith se raidit. « Clarifier quoi? » ?»« Votre lien avec la famille Bexley. » Les mots flottaient dans l'air comme des grains de poussière sous le soleil. De l'après-midi. Miss Marple regarda les épaules de Judith se relever lentement, comme si elle respirait à travers la pierre. « J'ai découvert quelque chose d'étrange dans les archives paroissiales, » a poursuivi Miss Marple. Un vieux registre que Félix avait marqué, qui était classé dans les dossiers des locataires du domaine Bexley. Un nom a attiré mon attention. Judith R. Foxton, inscrit comme compagnon de la fille d'Eliza Bexley au début des années 1900. Judith cligna des yeux une fois. Foxton était le nom de jeune fille de votre mère, je crois. Judith expira brusquement, la vérité s'échappant, comme l'air d'un pneu crevé. C'était une servante, dit-elle d'un ton tendu. Une compagne, oui, mais à peine plus qu'une servante glorifiée. Et elle a été renvoyée dans des circonstances désagréables. Je vois. Et tu as grandi en entendant des histoires d'injustice. Elle a été lésée, a lancé Judith, par cette famille, chassée, salariée refusée, menacée de ruine. Et ils ont prospéré pendant que nous nous en sortions. Et ainsi, dit doucement Miss Marple, vous avez regardé de côté. Et lorsque Laetitia a hérité du domaine, vous êtes retourné tranquillement dans la maison qui avait autrefois chassé votre mère, en tant que parent, pas en tant que servante. Les yeux de Judith brûlaient d'une fureur tranquille. Je suis que resté pour protéger Laetitia, c'est vrai. Mais quand Félix Carraway est arrivé, a poursuivi Miss Marple, vous aviez peur d'être découvert. Vous avez essayé de l'empêcher de déposer le testament, non pas à cause de ce que Laetitia avait à gagner, mais à cause de ce que Laetitia avait à gagner. Toi, j'avais à perdre. Tu sais à quoi ça ressemble, murmura Judith. Passer sa vie à servir les autres, se mordre la langue, regarder ceux qui ont fait du tort à ton sang prospérer sans un instant de pénitence. Miss Marple ne dit rien. Voix de Judith devint basse. Je l'ai confronté. Je l'ai supplié d'arrêter, je lui ai même proposé de l'argent. Il a ri. Et tu l'as frappé? Non, dit amèrement Judith.
même si je le voulais. Mais je me suis retourné et je suis parti. Je l'ai laissé là. Je pensais qu'il allait tout gâcher, mais je ne l'ai pas tué. Miss Marple croisa soigneusement, les mains sur ses genoux. Alors qui l'a fait? Je ne sais pas, murmura Judith, mais je sais que Félix Carraway avait plus d'un secret. Et tous n'étaient pas les miens. Le feu crépitait doucement entre eux. Après une longue pause, Miss Marple se leva et versa une autre tasse. « Je te crois, Judith, dit-elle enfin. Vous ne l'avez pas tué, mais vous êtes la raison pour laquelle il est mort. » Judith croisa, son regard, les yeux fatigués mais secs. Et c'est le fardeau le plus lourd. Miss Marple lui tendit la tasse. « Alors il est peut-être temps, dit-elle doucement, de tout dire à Laetitia. » Ce soir-là, le soleil se coucha sur Little Dittering, dans une brume dorée, les toits brillants comme du cuivre bruni. Miss Marple était assise dans son jardin avec sa broderie, le fil s'enroulant comme les dernières lignes d'une longue lettre. Quelque part dans le green, une cloche sonna 6 heures. Elle n'en était pas encore au bout, mais elle était très très proche. Il restait un morceau, un nom, un dernier point pour tout rassembler. Le lendemain matin arriva avec un calme inhabituel, un silence qui semblait se presser contre les chaumières et les haies de Little Dittering comme un souffle retenu. Les nuages roulaient bas dans le ciel, l'air lourd d'un sentiment d'aboutissement. Même le chant des oiseaux semblait plus réservé, comme si la nature elle-même sentait qu'un voile était sur le point de se lever. Miss Marple n'était pas du genre à précipiter de tels moments. Elle avait passé les premières heures à revoir ses notes, à croiser les remarques de la fête, les visites au presbytère, la lettre du notaire, le testament caché et le ruban. Elle s'était remémoré les aveux de Judith, l'histoire paniquée de Matthew et les demi-vérités de Laetitia. Tous avaient se donné des morceaux, mais pas le fond du problème. Félix Carraway avait écrit dans sa dernière lettre qu'il avait appris plus que prévu. Quelque chose au-delà de la propriété, au-delà des volontés, quelque chose de criminel. Les pensées de Miss Marple revenaient à l'objet que la plupart des gens considéraient comme sentimental. La boîte à chapeau. C'était la pièce. Maîtresse de la vente aux enchères de la fête. Charmant, mystérieux et apparemment inoffensif. Mais c'était aussi le contenant de la dernière action significative de Carraway, la cachette du testament, et croyait-elle maintenant quelque chose de complètement autre. Elle a demandé une rencontre privée avec l'inspecteur Athelney. L'inspecteur, surpris par la demande mais ne dédaignant plus les instincts de Miss Marple, l'invita dans son bureau. Elle arriva ponctuellement à 10 heures, tenant une petite enveloppe et son indémodable sac à main. Athelney, qui étudiait son dossier, leva les yeux en entrant. « Mademoiselle Marple, avons-nous atteint la fin de votre enquête ?»« Je le crois, inspecteur. » Il croisa les mains. « Alors, allons-y. » Miss Marple s'est assise et a pris son temps pour ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc décolorée, froissée dans les coins, mais les visages toujours clairs. Elle le posa doucement sur le bureau. Athelney se pencha en avant, les yeux plissés. « Est-ce que c'est... »« Oui, » dit doucement Miss Marple. « La maison Bexley d'origine, vers 1910. La femme assise est Eliza Bexley. Debout derrière elle, avec l'enfant sur ses genoux, se trouve une jeune femme nommée Edith Foxton, la mère de Judith Forrester. » Athelney poussa un léger sifflement. Continua Miss Marple. Félix Carraway a trouvé cette photographie dans une enveloppe cachée à l'intérieur de la doublure de la boîte à chapeau. Avec elle se trouvait une lettre non signée. Une lettre faisant allusion à un enfant né dans des circonstances scandaleuses. Un enfant engendré non pas par un héritier de Bexley, mais par la fille de Bexley elle-même. Cet enfant a été placé dans une maison de retraite. Les archives, que Félix a retracées dans les archives de l'Église, et les registres de charité, indiquent que le nom de l'enfant a été changé, adopté par la paroisse. Finalement, l'enfant est revenu à Little Dittering sans connaître toutes ses origines. Athelney fronça les sourcils. « Tu veux dire Judith ?»« Non, dit Miss Marple,
sa voix calme mais ferme. « Je veux dire Laetitia Hartfield. » Il y eut un moment de pur silence. Mais Laetitia, elle a hérité du domaine en tant que cousine éloignée, a déclaré Athelney en clignant des yeux. Elle croyait l'être, répondit Miss Marple. Mais les Bexley avaient des secrets. La ligne officielle a été conçue pour cacher la honte. Et la honte pousse les gens à faire des bêtises. La mère de Laetitia était en vérité la fille déshéritée. Son enfant, Laetitia, a été abandonnée tranquillement, élevée ailleurs, et élevée dans la foi en une histoire soigneusement révisée. Elle n'a découvert la vérité que plus tard, probablement grâce à une vieille correspondance trouvée après la mort de son mari. « Et Carraway ?» a demandé Athelney. Il a vu la ressemblance. Il a remarqué des incohérences dans les papiers de succession. Il s'est renseigné. Laetitia s'est confiée à lui peut-être trop, ou peut-être qu'elle ne savait pas qu'il avait des preuves. L'inspecteur regarda la photo, voyant maintenant l'air de famille qui lui avait manqué auparavant. Mais rien de tout cela n'explique la mort, mademoiselle Marple. Elle hocha la tête. Non, mais cela nous donne un mobile. Laetitia, bien que choquée et accablée, n'avait aucune raison de le tuer. Le testament de Carraway la favorisait. Judith, comme nous l'avons vu, avait des raisons d'avoir peur, mais pas nécessairement de commettre un meurtre. Alors qui? Miss Marple posa un autre objet sur la table, un gant à dentelle blanche, légèrement taché au niveau du poignet. « Récupéré des sous-bois lors de ma deuxième visite sur le site de la fête », a-t-elle déclaré. Ce n'était pas celui de Carraway, ni celui de Judith. J'ai pris la liberté de confirmer qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Elle rencontra directement le regard d'Athelney, à Madame Blodgett. Les sourcils de l'inspecteur se haussèrent. Blodgett, mais elle était simplement... Simplement quoi? Miss Marple l'interrompit. Un potin? Une veuve inoffensive? Elle en a eu l'occasion. Elle a admis qu'elle se trouvait près de la haie. Elle a affirmé avoir croisé Carraway et Judith en train de se disputer et s'est détournée. Mais son calendrier ne correspondait pas. Et elle a commodément oublié de mentionner qu'elle avait autrefois été employée dans la maison Bexley, en tant que femme de chambre, un poste qu'elle a quitté après une dispute avec la maîtresse. Athelney se pencha en avant. Alors, quel est le lien? Elle connaissait le secret, dit doucement Miss Marple, connaissait l'enfant illégitime, peut-être pas son identité au début, mais suffisamment pour reconnaître le danger lorsque Carraway a commencé à creuser. Et plus que quiconque, elle avait le plus à perdre si la vérité éclatait. Parce que ce n'était pas seulement un scandale, c'était du chantage. Chantage? Carraway avait découvert l'implication de longue date de Madame Blodgett dans la falsification de documents au nom de la matriarche de Bexley, falsification des actes de naissance, détournement de fonds caritatifs destinés à la pension alimentaire de l'enfant illégitime. Elle était payée pour garder le silence, mais elle avait modifié la trace écrite pour protéger sa position. Si la vérité éclatait, elle risquait d'être poursuivie. Carraway l'a probablement approchée, ne sachant pas jusqu'où elle irait. Athelney se leva, le visage durci. « Vous croyez qu'elle l'a frappée? Avec une pierre, confirma Miss Marple. Il y avait des bleus à l'arrière de la tête qui correspondaient au bord d'une petite pierre de bordure de jardin. Facilement. Caché parmi les décorations de fête. Il est tombé, s'est de nouveau cogné la tête et est mort. Elle a paniqué. Elle a vidé la boîte à chapeau, a pris la lettre et la photo, puis a tenté de rendre la clé de manière anonyme, sans se rendre compte que la photo avait glissé dans un deuxième pli. Elle était coincée là, négligée. C'est comme ça que je l'ai trouvée. Athelney poussa un long soupir. Et le miroir? Elle l'a pris, pensant que cela faisait partie des preuves, mais elle l'a laissé tomber dans sa hâte. L'inspecteur hocha lentement la tête. « Tu es sûr ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement, assez pour parier une boîte de sablés. Plus tard dans l'après-midi, Madame Blodgett a été discrètement escortée hors de son domicile par l'agent. « Tudge ?» Elle n'a pas protesté. Son visage, lorsqu'elle quittait la maison, n'exprimait pas une expression de choc mais d'épuisement. «
comme si elle attendait depuis longtemps que ce moment arrive. Laetitia Hartfield, en entendant la vérité, a pleuré doucement dans son salon. Pas de chagrin, mais de soulagement. Miss Marple resta assise à côté d'elle jusqu'à ce que la lueur du feu s'éteigne. Elle n'a jamais été cruelle, murmura Laetitia. Juste peur. Il y en a tellement, dit doucement Miss Marple. La peur, ma chère, est au cœur de la plupart des maux. Mais la vérité, même douloureuse, a sa propre sorte de miséricorde. Alors que le crépuscule tombait sur Little Dithering, les nuages se séparèrent et le village expira. Les routes restèrent les mêmes, les fenêtres brillaient comme elles l'avaient toujours fait, mais il y avait quelque chose de pur dans l'air. Miss Marple retourna dans son jardin, s'installant sous l'aubépine, un châle enroulé sur les épaules. L'affaire a été classée, pas seulement devant les tribunaux, mais aussi personnage. Et cela, pour elle, a toujours été le plus grand test d'eux. Semaines après l'arrestation discrète de Madame Blodgett, le village de Little Dithering a commencé prudemment à se recoudre. À la manière des villages anglais, où le scandale était aussi saisonnier que les fraises et les groseilles, les gens parlaient, jugeaient, s'adoucissaient et passaient à autre chose. Ou du moins, j'ai avancé. Les cloches du dimanche sonnèrent à nouveau avec leur acclamation habituelle, appelant les fidèles sur les bancs de St. Mildred. Le sermon du révérend Chudleigh abordait délicatement les thèmes du pardon et du fardeau des vérités cachées. Sa voix ne trembla qu'une seule fois, en jetant un coup d'œil vers le banc où Madame Blodgett était autrefois assise, bien droite dans ses chapeaux à fleurs, chuchotant derrière son cantique. Son siège restait vide maintenant, comme si le bois lui-même avait absorbé le poids de son absence. Laetitia Hartfield était assise à côté de Judith Forrester, leur manière posée mais indéniablement modifiée. Ils échangèrent quelques mots. Les villageois, encore en train de s'adapter à la véritable lignée de Laetitia, la regardaient avec la prudence fascinée réservée à ceux qui, même par inadvertance, étaient sortis du mythe pour entrer dans la réalité. Miss Marple, comme à son habitude, était assise 3 rangées en arrière, sur la gauche. Elle portait un chapeau de lavande douce et écoutait avec une attention sereine. Une seule fois, elle détourna le regard du curé pour observer Judith, dont le regard s'attardait trop longtemps sur le vitrail. Une femme réfléchissant à la pénitence, pensa Miss Marple, non pas par culpabilité, mais par chagrin d'avoir mal évalué le mal que le silence pouvait faire. Après le service, les petits rassemblements habituels se sont formés le long du chemin de gravier. Les conversations étaient plus discrètes que d'habitude. « C'est vraiment dommage », murmura Madame Witherby à Miss Pilcher. « J'ai toujours dit que Winifred était à moitié trop intelligent. Et la façon dont elle réussissait toujours à savoir ce que tout le monde faisait, » répondit Miss Pilcher. « Eh bien, peut-être que maintenant nous savons pourquoi. » Miss Marple ne dit rien, même si elle remarqua une légère pointe de plaisir dans leur condamnation. Comme toujours, le plus grand crime commis dans le village n'était souvent pas le meurtre, mais plutôt le fait d'en savoir trop. Elle se tourna vers le portail du lycée où Laetitia s'attardait et l'attendait. « Jane, dit doucement Laetitia, puis-je marcher avec toi un instant ?» Ils se dirigèrent vers le vert, le chemin doux avec des feuilles de sycomore tombées. La brise portait les premiers signes de l'automne. « Je voulais vous remercier, » commença Laetitia. « Mais chaque fois que j'essaye, les mots me semblent insuffisants. » Miss Marple sourit doucement. « Les mots ne suffisent pas toujours, mais les actes suffisent. » Laetitia hocha la tête, puis hésita. « Pensez-vous que les gens lui pardonneront ?»« Un jour, Judith ?»« Non, dit Laetitia. Winifred. » Miss Marple regarda devant elle, vers le chemin baigné de soleil. « Le pardon, ma chère, prend du temps, et de la mémoire, et un peu d'oubli. En fin de compte, les gens pardonnent plus facilement qu'ils ne l'admettent, mais ils n'oublient jamais. Vraiment le sentiment de trahison. » Les yeux de Laetitia baissèrent. « Je suppose que cela s'applique à moi aussi. Vous n'avez rien fait de mal. J'ai vécu dans le mensonge pendant la majeure partie de ma vie. » « Non, dit fermement Miss Marple.
Tu as vécu une vie autre, Manti, et vous en avez fait quelque chose de bien. » Ils marchèrent encore un peu en silence. Au Green, Miss Marple s'arrêta pour admirer le panneau d'affichage fraîchement peint. Un nouveau souper des vendanges avait été ajouté au calendrier. Un croquis d'une botte de foin et d'une cruche de cidre avait été dessiné à la craie joyeuse. Matthew Chudley se tenait à proximité, ajustant l'angle de la planche. Il leva les yeux, hocha respectueusement la tête et retourna à son travail. Le village ne l'avait pas vraiment rejeté, mais sa contrition était devenue son manteau et pour l'instant, il le portait humblement. « Pensez-vous qu'il va s'en remettre ?» demanda Laetitia. « Bien sûr, » a déclaré Miss Marple. « La jeunesse se plie, elle se brise rarement. » À midi, elle retourna à sa maison, où les roses le long de la clôture fleurissaient encore de manière provocante face au changement de saison. Elle s'installa dans son salon, se servit une tasse de thé et récupéra le dernier objet qu'elle n'avait pas encore rendu, le miroir compact. Elle le tourna entre ses mains. La fissure dans le coin captait la lumière avec précision, reflétant un faisceau étroit contre l'étagère. C'était étrange, pensa-t-elle, à quel point tant de choses dépendaient d'objets aussi simples. Un miroir, une boîte à chapeau, une photographie. Et pourtant, ce n'étaient pas les objets qui comptaient, mais les choix qui les entouraient. Les mensonges dits pour protéger, les vérités révélées trop tard, les fragilités humaines mises à nu sous le voile de la civilité. Un coup frappé à la porte, la sortie de sa rêverie. C'était l'inspecteur Athelney. « Je pensais que vous voudriez savoir, dit-il en retirant son chapeau et en entrant dans le couloir. L'affaire est officiellement close. Madame Blodgett a avoué. Miss Marple inclina la tête. J'espère qu'elle a été traitée avec douceur. Elle l'était. Remarquablement composée, en fait. Elle a dit que c'était un soulagement à la fin. Et la photo? Aux archives maintenant, a déclaré Athelney. Mais je me suis assuré que Laetitia en avait une copie. Il hésita, puis ajouta « Vous savez, Miss Marple, je travaille sur des affaires de meurtre depuis 15 ans. J'ai lu la psychologie, étudié les mobiles, vu une centaine d'hommes et de femmes me mentir en face. Mais vous semblez toujours trouver le fil qui dénoue le tout. » Elle sourit doucement. « Ce n'est pas un fil, inspecteur, ce sont les gens, leurs habitudes, leur silence, les choses qu'ils font quand personne ne les regarde. » Il acquiesça pensivement. « J'espère quand même que vous n'envisagez pas de prendre votre retraite. Le comté est plus sûr si vous sirotez du thé et observez les haies. » Après son départ, Miss Marple resta assise tranquillement pendant un long moment, le miroir toujours sur ses genoux. Puis elle se leva, ouvrit un petit tiroir de son bureau et plaça le miroir à côté de son album de coupures de presse. Là il resterait, pas comme un trophée, mais comme un souvenir, de la façon dont une seule vie pourrait se briser sous le poids de la mémoire, de la façon dont un village, dans tout son charme et sa noblesse, pouvait receler des secrets comme des graines attendant la bonne saison pour percer, de la façon dont la justice, lorsqu'elle est guidée par la gentillesse et la clarté, peut être à la fois un règlement de compte et une miséricorde. Ce soir-là, le soleil s'est couché derrière les collines, projetant les toits de Little Dithering, d'une lumière ambrée. Les fenêtres brillaient une à une, tandis que les foyers s'allumaient et que le souper était servi. Et au bord de tout cela, dans une chaumière ornée de roses, une femme âgée était assise sous une aubépine, tricotant le dernier rang d'un motif qu'elle avait longtemps compris par cœur. Le mystère était terminé, mais le visionnage n'a jamais pris fin.